J'ai été enseignant dans une école publique pendant une dizaine d'années, et en tout ce temps, je n'ai eu peur que d'un seul élève. Quand j'étais à l'école primaire, un camarade de classe m'a invité chez lui après l'école. Personne ne lui parlait vraiment, car c'était une école privée, et il n'était là que parce que son père travaillait comme gardien des lieux. Je n'avais pas envie d'y aller, mais je ne voulais pas être aussi méchant que les autres, alors j'ai accepté, tout en précisant que je ne pourrais pas rester longtemps. En arrivant, il m'a emmené derrière sa maison. La pelouse était parsemée d'endroits où l'herbe ne poussait plus. À certains endroits, il y avait un simple bâton planté dans le sol, tandis qu'à d'autres, un fin tuyau en plastique dépassait de la terre. Il semblait étrangement excité lorsqu'il a commencé à creuser l'un des endroits avec un tuyau. Après quelques minutes, il a sorti un bocal contenant un oisillon mort. Le couvercle du bocal avait un trou, dans lequel le tuyau était inséré pour laisser passer l'air. Il a commencé à m'expliquer, avec une lueur dans les yeux, qu'il adorait enterrer des choses vivantes. Parfois, il scellait hermétiquement le bocal, d'autres fois, il laissait un tuyau pour que l'air passe. Il m'a même raconté qu'il mettait parfois un peu de nourriture et d'eau pour que l'animal survive plus longtemps. Il m'a expliqué qu'il ne fallait pas enterrer les bocaux trop profondément, sinon on ne pouvait plus entendre les bruits de l'animal qui tentait de s'échapper. De temps à autre, il versait de l'eau dans les tuyaux pour noyer l'animal. J'avais entre 8 et 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, et rien que d'y repenser, ça me donne encore la nausée. Je promenais mon chien en laisse le long d'une route principale, lorsqu'une femme promenait son chien sans laisse. Son chien s'est arrêté en plein milieu de la route, bloquant la circulation, et elle n'avait absolument aucun contrôle sur lui. Soudain, son chien a essayé de sauter sur le mien. Je lui ai demandé de mettre son chien en laisse, ce qui me semblait être une demande raisonnable. Mais au lieu de ça, elle m'a répondu qu'elle écraserait la tête de mon chien avec son pied et laisserait son chien tuer le mien. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à gagner à discuter avec une personne aussi dérangée, alors j'ai simplement continué mon chemin sans répondre. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait mis le feu à sa propre maison avec ses enfants à l'intérieur. Heureusement, les enfants s'en sont sortis indemnes. Mais franchement, cette situation était complètement folle, de bout en bout. Quand j'avais 20 ans, je sortais avec un gars de 23 ans depuis quelques mois. Tout se passait super bien entre nous, jusqu'à ce que nos boulots respectifs nous obligent à déménager, presque au même moment. Il voulait qu'on tente une relation à distance, alors j'ai accepté. On s'appelait presque tous les jours et on regardait des films ensemble pendant notre temps libre. Les décalages horaires rendaient les choses un peu compliquées, mais ce n'était pas insurmontable. Un jour, sans prévenir, il me dit qu'il ne veut plus qu'on soit ensemble. Je suis resté bouche bée, mais bon, j'ai fini par accepter et j'ai essayé de reprendre ma vie normalement. Sortir avec des amis, passer à autre chose, le genre de truc qu'on fait après une rupture. 1 mois plus tard, il revient à la charge en suppliant qu'on se remette ensemble. Et quand je dis supplier, je parle de gestes dignes d'un film. Il m'envoyait des fleurs au travail, des lettres écrites à la main presque tous les jours malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient, et il est même allé jusqu'à m'acheter un billet d'avion pour venir le voir. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Au pire, si c'est une mauvaise idée, je rentre chez moi. J'ai donc pris un billet pour partir 2 jours après. Mon idée était simple, si ça tourne mal, je n'ai qu'à prendre le prochain vol. Il m'a accueilli à l'aéroport, tout sourire, comme si de rien n'était. Il m'a dit à quel point je lui avais manqué, qu'il regrettait notre rupture dès le lendemain et que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Bref, le discours habituel. On est resté chez ses parents parce qu'il insistait, « S'il te plaît, ne prends pas un hôtel, je me sens déjà assez mal d'avoir gâché ce mois. Reste avec nous. » Je me suis dit, pourquoi pas? Chambre gratuite. Les premiers jours se sont bien passés. Tout allait presque trop bien. Puis, un matin, mon téléphone sonne avec une alerte, un avertissement d'ouragan. Mon vol était repoussé de 4 jours. Grosse galère,
parce que je devais reprendre le boulot et je n'avais pris que 3 jours de congé. Quand il est rentré du travail, je lui en ai parlé, et il m'a répondu « Oui, je sais. On a déjà commencé à clouer des planches sur les fenêtres. » Bon, ça m'a un peu stressé, mais je me suis dit que c'était normal dans ce genre de situation. Le lendemain matin, il me réveille d'un coup en me secouant. « Viens vite dans le salon », me dit-il. J'étais complètement perdu, mais je l'ai suivi. Là, je me retrouve face à lui, ses 2 frères, sa sœur, sa mère et son père. Une famille que je connaissais à peine. Ils tenaient un classeur à la main. Ils m'ont fait asseoir et, un par un, ils ont lu des passages de ce classeur. Chacun expliquait pourquoi on ne devait pas être ensemble, pourquoi je devais passer à autre chose, et pourquoi c'était mieux ainsi. Et là, au milieu de cette scène absurde, dans la maison de ses parents, en pleine panne d'électricité à cause d'un ouragan, il me largue. Le pire ? À cause de l'ouragan, j'étais coincé là avec eux pendant 4 jours. 4 jours avec ces gens complètement bizarres. Ce n'est peut-être pas la personne la plus dérangée que j'ai rencontrée, mais cette histoire est tellement absurde que j'avais besoin de la partager. Lors d'une soirée au lycée, ou peut-être juste après, on faisait des trucs typiques de notre âge, des jeux stupides comme Action ou Vérité, en rigolant et en profitant de la soirée. Je connaissais presque tout le monde là-bas, sauf le nouveau copain de la sœur d'un ami. Il semblait un peu en retrait, mais rien de vraiment notable au début. Je ne suis pas certain de comment le sujet est arrivé sur la table, mais à un moment, il a admis, devant tout le monde, qu'il avait abusé sexuellement d'un chien. C'était comme un coup de massue. Nous étions jeunes, un peu saoul, peut-être même défoncés, mais cette confession a instantanément ramené tout le monde à la réalité. Le silence qui a suivi était lourd, presque palpable. On ne savait pas comment réagir. Nous étions bien trop jeunes et trop pris au dépourvu pour savoir quoi faire avec une information aussi choquante. Peu à peu, chacun a trouvé une excuse pour partir, et la soirée s'est dissipée dans un malaise généralisé. Je sais que la sœur de mon ami a rompu avec lui peu de temps après, et j'étais soulagé d'apprendre ça. Ce qui me reste, encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qu'il a fait à un animal sans défense, mais aussi l'absence totale de honte ou de conscience qui transparaissait dans sa manière de l'annoncer. Il l'a balancé comme si c'était une anecdote étrange mais sans conséquence, à un groupe de gens qu'il ne connaissait même pas. C'était à la fois dérangeant et profondément sociopathe. Je suis juste reconnaissant de ne jamais avoir croisé sa route à nouveau. Un soir, je discutais tranquillement avec un gars dans un pub. Il semblait être quelqu'un de tout à fait normal, sympathique, et on s'entendait bien. La conversation coulait naturellement, on parlait de tout et de rien, comme 2 inconnus qui trouvent des sujets communs. Mais, au détour d'une phrase, il a glissé quelque chose d'incroyablement troublant, il m'a révélé, presque en passant, qu'il sortait tout juste de prison. Pas pour une petite infraction, mais pour avoir torturé un homme. Enfin, il n'a pas dit torturer, mais il a décrit les détails de ce qu'il avait fait. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Selon lui, tout avait commencé avec une dispute liée à une dette. L'homme en question lui devait de l'argent depuis longtemps, et après l'avoir réclamé à plusieurs reprises sans succès, il avait décidé de prendre les choses en main. Il avait attendu cet homme à la sortie de son travail, et avec l'aide de 2 complices, il l'avait kidnappé en plein jour. Il l'avait attrapé de force, jeté dans le coffre d'une voiture, et conduit dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. C'est là que les choses sont devenues encore plus sinistres. Il a raconté, sans sourciller, qu'ils avaient attaché l'homme à une chaise avec du ruban adhésif, les poignets et les chevilles solidement immobilisés. Ils lui avaient mis un sac en toile sur la tête, juste assez pour qu'il puisse respirer, mais pas pour voir ce qui se passait. Et puis, ils avaient commencé leur interrogatoire. Il a décrit comment ils avaient utilisé un briquet pour brûler doucement la peau de l'homme, juste assez pour lui faire comprendre qu'il ne plaisantait pas. Quand il ne donnait pas les réponses qu'il voulait entendre, il utilisait des pinces pour lui arracher des ongles ou infliger d'autres blessures horribles. L'un de ses complices avait même versé de l'eau salée sur ses plaies ouvertes pour intensifier la douleur. Il voulait l'effrayer, le briser,
pour lui faire avouer où était l'argent qu'il prétendait ne pas avoir. Ce calvaire aurait duré plusieurs heures, et même après que l'homme ait supplié et juré qu'il ne pouvait pas payer, il ne s'était pas arrêté. Il voulait le punir pour son manque de respect. À un moment, ils avaient laissé l'homme attaché dans l'entrepôt, grièvement blessé, pensant qu'il ne survivrait probablement pas. Mais, contre toute attente, il avait été retrouvé par des ouvriers qui passaient par là le lendemain matin et avaient survécu pour les dénoncer à la police. Pendant qu'il me racontait tout ça, ce type avait l'air presque fier, comme s'il racontait une anecdote amusante ou une bêtise de jeunesse. Il n'y avait aucune trace de regret dans sa voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder avec un mélange de stupéfaction et d'horreur. Ce n'est qu'après avoir quitté le pub que j'ai commencé à vraiment réaliser à quel point cette rencontre était perturbante. Quelques jours plus tard, par curiosité, j'ai demandé à des gens qui semblaient le connaître. Ils m'ont confirmé que tout ce qu'il avait raconté était vrai. Il avait bien purgé une peine de prison pour enlèvement et acte de torture. Je suis enseignante en maternelle depuis des années, et comme beaucoup de collègues, j'ai déjà eu ce fameux enfant dans ma classe. Celui qui semble totalement dépourvu d'émotion, avec un vide derrière les yeux. Celui qui prend un plaisir évident à voir les autres souffrir, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Cet enfant était comme un poison dans la classe. Il adorait manipuler les situations pour provoquer des drames et des conflits, simplement pour observer la souffrance qui en découlait. Son passe-temps favori semblait être de briser les relations entre ses camarades. Il inventait des mensonges sur ce que tel ou tel enfant aurait soi-disant fait, juste pour voir les disputes éclater. Il trouvait une satisfaction visible à isoler certains enfants, à les voir rejetés, tristes, seuls. C'était comme s'il se nourrissait de leur angoisse et de leur douleur. Et ce n'était pas occasionnel, plusieurs fois par semaine, il y avait un enfant en larmes dans ma classe à cause de lui. Ses parents, eux aussi, étaient étranges. Ils avaient adopté 6 enfants, tous d'âge similaire mais d'origine et de genres différents. Pourtant, la mère insistait pour dire que ces enfants étaient des jumeaux, alors que c'était évidemment faux. Leur dynamique familiale me laissait perplexe, presque mal à l'aise, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Un moment marquant avec cet enfant, c'était pendant notre fête de Noël en classe. Il avait un gobelet de chocolat chaud brûlant à la main. Sans prévenir, il a lancé tout le contenu du gobelet sur ma collègue enseignante. Le liquide brûlant a éclaboussé plusieurs enfants autour, les faisant pleurer de douleur, et a gravement brûlé ma collègue au torse. Quand je l'ai interrogé pour comprendre pourquoi il avait fait ça, sa réponse a été glaçante de simplicité, j'en avais fini avec. Pas d'excuses, pas de regrets. Rien. Ce qui rendait cette situation encore plus troublante, c'est son absence totale d'empathie. Il ne montrait jamais de remords pour les conséquences de ses actes. Que ce soit en voyant les enfants pleurer ou en constatant les blessures qu'il avait causées, il restait impassible, presque satisfait. Un jour, j'ai dit à ma collègue que s'il y avait un enfant que je pouvais imaginer finir sur les journaux pour un crime violent dans quelques années, ce serait lui. C'était une pensée sombre, mais honnête. Il n'avait aucun des mécanismes émotionnels ou sociaux qui empêchent la plupart des gens de faire du mal aux autres. Pas de conscience, pas de culpabilité, pas d'émotion. J'espère qu'il ne deviendra pas cette personne. Mais en repensant à son comportement et à son absence totale d'empathie, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il deviendra en grandissant. Cette histoire me met profondément en colère rien que d'y repenser. Une fois, une amie est venue chez moi et a amené un nouvel ami avec elle. Ce type semblait assez tranquille, un peu dans son coin, et pas particulièrement menaçant en apparence. À l'époque, j'étais une jeune femme, célibataire, et probablement bien trop confiante envers les gens que je ne connaissais pas. Au fil de la soirée, mon ami mentionne que ce gars venait tout juste de sortir de prison. Naturellement, je lui ai demandé pourquoi il avait été incarcéré. Ce qu'il m'a raconté par la suite m'a glacé le sang. Avec un calme déroutant, il a commencé à expliquer qu'un soir, lui et ses amis avaient suivi une jeune fille dans un parc. Là, ils l'avaient attaquée et l'avaient violée. Non seulement ils l'avaient agressée, mais ils avaient aussi utilisé des objets tranchants qu'ils avaient trouvés sur le sol pour la torturer encore davantage.
Il racontait ça comme s'il parlait d'une simple mésaventure. Il a poursuivi en expliquant que leur crime avait été découvert et qu'ils avaient tous été condamnés à de longues peines de prison. La sienne était de 12 ans. Mais le pire moment est venu lorsqu'il a ajouté, presque avec désinvolture, que la jeune fille s'était suicidée peu de temps après. Elle n'avait pas pu vivre avec ce qu'il lui avait fait subir. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Aucune compassion. Pas une once de remords. Juste un récit froid et dénué d'humanité. Autant dire qu'il n'a plus jamais mis les pieds chez moi. Dès leur départ, j'ai confronté mon amie, furieuse qu'elle ait pu amener un tel individu dans ma maison. Comment pouvait-elle être en contact avec quelqu'un comme ça, et pire encore, le présenter à une femme vivant seule? C'était insensé et terriblement irresponsable. Pour clarifier, j'ai rapidement coupé les ponts avec cette soi-disant amie. Mais à l'époque, je vivais seul, et je ne voulais pas aggraver la situation. J'ai donc dû le faire progressivement, tout en restant prudente. Je n'oublierai jamais cette soirée et ce sentiment de vulnérabilité. Depuis, je suis devenu extrêmement sélective sur les gens que je laisse entrer dans ma vie, et encore plus dans mon espace personnel. Ce genre de trahison est inacceptable, et cette histoire reste gravée dans ma mémoire comme un rappel brutal de la noirceur que certaines personnes peuvent cacher sous une apparence ordinaire. Un jour, lors d'une soirée, j'ai rencontré une amie d'une amie, une infirmière qui travaillait dans un hôpital local. Elle faisait partie de ces personnes qui soupirent lourdement en parlant des pressions uniques de leur travail, en quête d'attention et d'admiration. Très vite, elle s'est emparée de la conversation et a commencé à expliquer à quel point son métier était difficile, presque héroïque selon elle. Curieux, je lui ai demandé s'il y avait des aspects qu'elle aimait particulièrement dans son travail. Immédiatement, son visage s'est illuminé. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait principalement en maternité, ce qui semblait au départ être une belle vocation. Mais à mesure qu'elle parlait, ses anecdotes prenaient une tournure troublante. Elle n'évoquait pas les mères ou les nouveau-nés avec tendresse ou admiration, mais se concentrait sur le pouvoir qu'elle avait sur la vie de ces femmes. Elle expliquait, presque avec fierté, à quel point elles étaient vulnérables dans ces moments cruciaux, et comment elle, en tant qu'infirmière, était souvent la seule personne capable de détecter des complications graves après un accouchement. Elle semblait presque ravie par cette idée, être celle qui tenait littéralement la vie de ces femmes entre ses mains. Son enthousiasme pour ce contrôle était palpable, et pour être honnête, profondément dérangeant. La discussion s'est ensuite déplacée vers des souvenirs de lycée, un sujet plus léger parmi les invités. Mais elle a rapidement trouvé un moyen de ramener l'attention sur elle. Elle a raconté, avec un sourire narquois, qu'elle avait été rejetée d'une chorale avancée au lycée. Selon elle, cette décision était due à l'incompétence évidente de son professeur de musique. Et puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a glacé, des années plus tard, elle avait eu l'occasion de chanter à l'enterrement de ce même professeur. Elle semblait profondément satisfaite de ce détail, comme si cela compensait l'affront qu'elle avait subi au lycée. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas seulement ses paroles, mais l'attitude qu'elle adoptait en les disant. Elle était visiblement fière de sa capacité à avoir du pouvoir sur les autres, que ce soit dans sa carrière ou à travers des anecdotes de vengeance mesquine. Ce mélange d'arrogance et de froideur m'a profondément troublé. En repensant à cette soirée, ce n'est pas tant ses actions que son état d'esprit qui m'a frappé. Cette satisfaction manifeste à contrôler et influencer la vie d'autres personnes, combinée à son absence totale de compassion, m'a donné l'impression d'être face à une forme d'égoïsme fondamental. C'était, pour moi, une des expressions les plus simples et les plus troublantes du mal. Un jour, je suis sorti avec une fille pour un premier rendez-vous. Tout se passait plutôt bien, la conversation était fluide, et elle semblait intéressante, jusqu'à ce qu'elle lâche une anecdote qui m'a laissé sans voix. Avec un grand sourire et un petit rire, elle m'a raconté qu'un jour, enfant, elle avait tué le hamster de son frère en l'aspergeant de parfum. Elle a expliqué qu'elle l'avait fait parce qu'elle était en colère contre lui, et elle racontait ça comme si c'était une petite histoire drôle et anodine. Je me souviens avoir souri poliment, mais à l'intérieur, j'étais complètement abasourdi. Qui fait une chose pareille? Et surtout,
qui trouve ça normal d'en parler sur un ton léger, comme si c'était une anecdote amusante. À partir de ce moment-là, je savais qu'il fallait que je trouve un moyen de partir rapidement. L'idée de rester assis là, à partager un repas avec quelqu'un capable de ce genre de cruauté, même enfant, m'était insupportable. Autant dire que cette histoire a marqué la fin prématurée de ce rendez-vous. J'ai rapidement trouvé une excuse pour mettre fin à la soirée, et je n'ai jamais cherché à la revoir. Cette anecdote, qui semblait être un détail pour elle, en disait beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait sur son caractère. Elle est arrivée en retard à notre rendez-vous, s'est assise, a immédiatement commandé un verre et un burger, puis m'a expliqué qu'elle était en retard à cause d'une affaire de famille. Je me suis dit que ça pouvait arriver, alors je n'y ai pas prêté trop d'attention. Avant même que son burger n'arrive, elle m'a annoncé qu'elle devrait écourter notre rendez-vous parce qu'elle avait un dîner de famille. J'étais un peu surpris, mais je me suis dit, ok, pas de problème, ça arrive. Puis, entre deux gorgées de son verre, elle commence à raconter une histoire étrange. Elle m'explique que sa sœur a rencontré un gars sur Tinder, qu'il l'avait accompagné à un barbecue familial, et qu'ils avaient fini par se marier. Tout ça en l'espace d'un instant Tinder qui s'était transformé en mariage éclair. Je me suis dit, eh bien, c'est une sacrée histoire. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Elle me regarde avec un sourire malicieux et dit, tu sais ce qui serait drôle? Qu'on fasse une blague à ma famille. Genre, toi et moi, on va à leur barbecue, et on les laisse croire qu'on est super connectés et qu'on est sur le point de se marier. Je ne sais pas si c'était l'absurde de la proposition ou la confiance avec laquelle elle l'a dite, mais j'ai bizarrement accepté. Oui, je suis probablement aussi le psychopathe dans cette histoire, parce que j'y suis allé. Le barbecue en lui-même. Pas mal. Les purées de pommes de terre étaient excellentes, pour être honnête. Mais le reste de la soirée? Une vraie pièce de théâtre. Elle m'a présenté à tout le monde comme son futur fiancé. Les regards curieux, les sourires, les questions gênantes, tout était là. Pendant tout le temps où je répondais aux membres de sa famille qui me félicitaient, je me demandais ce que je faisais là. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai décidé de prendre une pause avec Tinder. Clairement, cette application me menait sur des chemins que je n'aurais jamais imaginés. Mais au moins, j'ai eu droit à un bon dîner gratuit et à une histoire incroyable à raconter. C'était un chauffeur Uber. Ma femme et moi avions décidé de prendre un Uber pour aller boire un verre en ville un week-end. Dès qu'il est venu nous chercher, j'ai tout de suite remarqué qu'il avait un comportement étrange, comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Ses gestes étaient nerveux, ses paroles légèrement décousues. Je me suis dit qu'il fallait rester vigilant, mais je n'étais pas encore trop inquiet. Nous roulions sur une autoroute, traversant un pont, à mi-chemin de notre destination. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il dise, d'une voix étrangement calme, « Vous vous rendez compte que je pourrais juste donner un coup de volant et nous tuer tous en ce moment ?» C'était comme un coup de tonnerre. Ma femme et moi nous sommes regardés, sidérés. J'ai immédiatement compris qu'il ne fallait pas rester une minute de plus dans cette voiture. Je lui ai dit de sortir à la prochaine sortie. Il n'a pas argumenté, il a obéi, mais le malaise dans l'air était palpable. Une fois à l'arrêt, j'ai annulé la course sur l'application, et nous sommes sortis de la voiture aussi vite que possible. Dès que nous étions en sécurité, j'ai signalé l'incident à Uber. Ils m'ont assuré qu'ils allaient prendre les mesures nécessaires, mais l'idée que quelqu'un d'autre puisse monter dans cette voiture m'a terrifié. Ce type était un vrai danger public, une bombe à retardement derrière un volant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après cet épisode, mais j'espère sincèrement que ma plainte a permis d'éviter qu'un autre passager ait à vivre une expérience encore plus effrayante. Mon frère. Enfant, il avait une fascination inquiétante pour la mort des animaux. Il aimait les observer mourir, comme si cela l'amusait ou le fascinait d'une manière malsaine. À l'époque, cela me mettait déjà mal à l'aise, mais je pensais que c'était un comportement qu'il finirait par dépasser en grandissant. Malheureusement, en devenant adulte, il n'a pas beaucoup changé.
Il y a eu plusieurs moments qui m'ont rappelé cette même froideur, cette absence totale d'empathie ou de remords. Ce n'étaient plus des animaux qu'il blessait ou tuait, mais des situations, des interactions humaines où il montrait une indifférence troublante aux conséquences de ses actions. Ce qui rendait tout ça encore plus effrayant, c'était la manière dont il réagissait quand on essayait de lui faire comprendre que ce qu'il faisait était mal. Il n'y avait jamais d'émotion, jamais une once de compréhension ou de regret. Il écoutait, parfois il répondait, mais on aurait dit que ce que vous disiez ne le touchait pas du tout. C'était comme si la part de lui qui aurait dû être horrifiée ou troublée par ses propres actes n'existait tout simplement pas. Regarder les autres souffrir, que ce soit un animal ou un humain, semblait ne rien lui faire. Quand il blessait quelqu'un, il ne se sentait pas coupable. Et quand on le confrontait, il avait juste ce regard vide, comme si le concept même de tort ou de souffrance était un langage étranger pour lui. C'est terrifiant de se rendre compte qu'une personne aussi proche de vous peut être dépourvue de cette chose essentielle qui rend les humains, humains. Je ne peux m'empêcher de me demander, parfois, jusqu'où cette indifférence pourrait aller. Essayer de sortir avec quelqu'un 1 an après mon divorce a été une énorme erreur. J'ai rencontré une femme sur un site de rencontre, et nous avons discuté pendant environ 1 mois avant que je me sente prêt à la rencontrer en personne. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai décidé de l'inviter chez moi pour discuter, regarder un film, et manger un bout. Je lui avais clairement expliqué que je voulais aller doucement, que je n'étais pas pressé, et que je traversais des problèmes de santé, donc tout ce que je cherchais à ce moment-là, c'était quelqu'un avec qui passer du temps et apprendre à connaître. Cependant, dès qu'elle est arrivée, elle semblait vouloir accélérer les choses et se rapprocher physiquement. J'ai poliment refusé, lui expliquant que je n'étais pas à l'aise avec ça. Elle n'a pas apprécié, et elle a dit qu'elle voulait partir. Je lui ai répondu que je comprenais, je me suis excusé si je l'avais déçue, et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Environ 1h30 plus tard, il était 1h30 du matin, et j'ai été réveillé par des coups violents à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé 2 policiers, avec elle derrière eux, en train de pleurer. Elle leur avait dit que je lui avais volé son chien pendant notre rendez-vous. Je possède 2 minis aussi, bergers australiens miniatures, depuis qu'ils sont chiots, et ils sont tout pour moi. Ils m'ont aidé à traverser mon divorce et mes difficultés médicales. Quand elle a inventé cette histoire, ça m'a bouleversé. Mais ce qui a compliqué la situation, c'est que j'ai un trouble de stress post-traumatique à cause de mon service militaire, et l'interaction avec des policiers me met souvent dans un état de panique ou de confrontation, même si je reste respectueux. Donc, au début, je me suis montré combatif, ce qui n'a pas aidé. Heureusement, j'ai pu récupérer mon calme et leur montrer des preuves. J'avais des milliers de photos et vidéos de mes chiens depuis qu'ils étaient chiots, ainsi que des dossiers vétérinaires complets. Mon chien le plus âgé a des problèmes de santé chronique, ce qui fait que je garde des documents très détaillés sur ses soins médicaux. Finalement, les policiers ont compris que je disais la vérité. Ils ont escorté cette femme hors de ma propriété. Après cet incident, j'ai pris une ordonnance restrictive contre elle, je l'ai bloquée sur tous les réseaux sociaux, et j'ai déménagé. Cet événement m'a terrifié. Mes chiens sont ma raison de tenir bon, et cette expérience m'a montré à quel point les gens peuvent être imprévisibles et dangereux. Depuis, je ne laisse plus personne venir chez moi. Cela fait maintenant 3 ans. Je vois une thérapeute qui m'aide dans mon cheminement personnel, et elle essaie de m'encourager à ne pas renoncer à l'idée de sortir avec quelqu'un. Mais honnêtement, je ne suis pas prêt. J'ai appris à m'aimer, à profiter de ma solitude, et à vivre avec mes chiens. Pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'un jour, je tenterai à nouveau de laisser quelqu'un entrer dans ma vie, mais ce jour n'est pas encore venu. Il y a quelques années, après avoir emménagé dans une nouvelle ville, mon meilleur ami est venu me rendre visite. On est tous les 2 des mecs dans la trentaine, et ce soir-là, on avait décidé d'aller boire un verre dans un bar. On était tranquillement assis à une table à l'extérieur quand un gars nous a demandé s'il pouvait s'asseoir avec nous, faute de place. Pas de problème, on a accepté par politesse. Au début, le gars semblait normal, sympathique même. On a commencé à discuter,
et il nous a raconté qu'il était chauffeur routier, juste de passage pour la nuit. À un moment donné, il a mentionné qu'il avait été dans l'armée. Jusque-là, rien de bien étrange. Mais peu à peu, les choses ont commencé à devenir bizarres. Lentement, comme une grenouille qui ne réalise pas qu'elle est en train de bouillir dans une casserole d'eau. Non seulement il était dans l'armée, mais il nous a aussi parlé d'un frère, peut-être un frère jumeau, je ne me souviens plus exactement, qui travaillait pour la CIA, infiltré en Russie. Mon ami et moi avons commencé à sentir que ce gars était un peu trop intéressé par nous, mais on a continué à discuter pour éviter de créer une tension. Quand on a décidé de changer de bar pour fuir cette ambiance étrange, il nous a suivis. Et c'est là que ces histoires sont devenues carrément invraisemblables. Finalement, il a confessé que ce frère dont il parlait n'existait pas. En réalité, c'était lui, l'espion. Il avait été infiltré en Russie, seul, comme une sorte de héros invisible. Ce qui était frappant, c'était son sérieux absolu en racontant tout ça, malgré l'absurdité des détails. Son intensité commençait vraiment à me mettre mal à l'aise. Mais ce n'était pas tout. À mesure que la soirée avançait, son comportement devenait de plus en plus inquiétant. Il commençait à chercher des embrouilles avec d'autres clients du bar, devenant délibérément belliqueux. C'était comme s'il essayait de montrer à tout le monde et à nous en particulier qu'il était dangereux, qu'il fallait rester dans ses bonnes grâces. Mon ami et moi échangeons des regards, de plus en plus conscients qu'il fallait se débarrasser de ce gars. Puis, le moment le plus étrange est arrivé. Il m'a pris à parée, avec un accent russe pas franchement convaincant, il m'a fait une confession, il n'avait jamais été un espion pour les États-Unis. Non, il était un agent double. Une cellule dormante russe à lui tout seul, attendant le bon moment pour frapper. Mais, disait-il, il ne pouvait plus me mentir. Il devait me dire la vérité. C'était le point de non-retour. Mon ami et moi avons attendu qu'il aille aux toilettes. Malgré nos tapes encore ouvertes au bar, on s'est levé, on a laissé nos cartes derrière nous et on est parti en vitesse, sans même regarder en arrière. Ce type était peut-être juste un mythomane cherchant de l'attention, ou peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'effrayant derrière ces histoires. Dans tous les cas, je suis content qu'on ait pris nos jambes à notre cou ce soir-là. Un jour, le père de mon ex a raconté une histoire qui m'a profondément marqué, pas dans le bon sens. Il parlait d'un prank qu'il avait fait à ma copine quand elle était plus jeune. Il avait pris une serviette mouillée et l'avait posée sur une fourmilière pour attirer un maximum de fourmis dessus. Puis, il avait jeté cette serviette sur elle. Les fourmis, coincées dans le tissu, se sont immédiatement accrochées à sa peau et l'ont mordu de partout. Il racontait cette histoire en riant aux éclats, comme si c'était le truc le plus drôle qu'il ait jamais fait. Pendant qu'il riait, mon ex a tenté de lui expliquer que ce n'était pas drôle pour elle. Elle lui a dit à quel point ça lui avait fait mal, et comment ça l'avait traumatisée. Elle se souvenait encore de la douleur et de la panique. Sa réponse m'a laissé sans voix, « Eh bien, moi ça va, parce que j'ai déjà demandé pardon à Dieu. » Pas d'excuse pour elle, pas de remords, rien. Juste cette justification spirituelle, comme si cela effaçait complètement ce qu'elle avait ressenti ou vécu. Je me souviens avoir ressenti un mélange de colère et de tristesse en voyant à quel point il invalidait ce qu'elle avait subi, tout en continuant à traiter l'incident comme une blague. Ce genre d'attitude, où l'on minimise la douleur qu'on cause aux autres sous prétexte qu'on s'est racheté ailleurs, est profondément troublant. Ce n'était pas seulement un acte cruel, mais aussi une incapacité totale à reconnaître l'impact de ses propres actions sur quelqu'un d'autre. Un jour, je rentrais du travail, il était environ 15 heures, en plein après-midi, une belle journée ensoleillée. Sur la route, je vois un homme qui fait de l'autostop. Il venait de la ville située au sud de la mienne, alors je me suis dit que je pouvais lui rendre service en le déposant. Il monte dans ma voiture, pose son sac à dos à l'arrière, me remercie chaleureusement, et on démarre. On commence à discuter, et il me dit qu'il essaie de se rendre à une ville située à environ 7 heures de route au nord de là où nous étions. Je lui réponds que je peux le déposer environ 45 minutes plus loin. Tout va bien, la conversation est légère. Je lui demande pourquoi il va là-bas,
et il me dit qu'il veut camper dans cette région. Curieux, je lui demande ce qu'il doit y faire exactement. C'est là qu'il lâche, eh bien, la police est à ma recherche depuis un moment, mais ils ne peuvent pas m'attraper parce que je change de corps. C'est comme ça que je leur échappe. J'ai laissé un corps près de cette ville, et je vais aller me transférer dedans. Une fois que je l'aurai fait, je pourrai traverser le pays en toute sécurité. Il a dit ça avec un ton totalement décontracté, comme s'il m'expliquait qu'il allait chercher des pommes au marché. Aucun changement dans sa voix, aucune tentative de me faire peur ou de jouer un rôle. Juste une déclaration bizarrement naturelle, comme si ce qu'il disait était tout à fait normal. Là, je commence à sentir l'inquiétude monter. On était en pleine campagne, sans aucun endroit où s'arrêter ou le faire descendre avant d'atteindre ma ville. Alors, je décide de garder mon calme, de continuer à conduire et de le déposer dès que possible. Normalement, j'aurais traversé la ville et l'aurais déposé de l'autre côté pour qu'il continue sa route. Mais là, pas question. J'ai pris une rue au centre-ville, je me suis arrêté près d'un magasin et j'ai dit « Désolé, je dois absolument entrer dans ce magasin. Tu vas devoir descendre ici. » Il est sorti sans faire d'histoire, et j'ai attendu dans le magasin jusqu'à ce que je sois sûr qu'il soit bien parti. Je l'ai vu s'éloigner à pied, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai repris ma voiture pour rentrer chez moi. Mon ex-petit ami. Il était déjà abusif, alcoolique et terriblement toxique, donc, honnêtement, plus rien n'aurait dû me surprendre à ce stade. Une nuit, on traînait ensemble, juste à regarder un film et à rire de je ne sais plus quoi. Tout semblait presque normal pour une fois. Mais, au bout d'un moment, il s'est mis à devenir silencieux. Il avait l'air perdu dans ses pensées, et je me souviens avoir ressenti un petit frisson d'inquiétude. Puis, il s'est tourné vers moi avec un sourire étrange, presque satisfait, et il m'a dit « Tu sais que je pourrais te tuer si je voulais, hein ? Il y a juste quelque chose chez toi. Parfois, j'ai juste envie de te tuer. Je me demande comment je le ferais. » Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Ses paroles étaient calmes, presque anodines, comme s'il parlait de ce qu'il allait manger pour le dîner. Mais l'effet qu'elles ont eu sur moi était glaçant. J'ai essayé de ne pas réagir, de ne pas montrer ma peur. Je savais que s'il voyait que j'étais effrayé, ça pourrait empirer les choses. Après cette soirée, j'ai commencé à planifier ma sortie. Ce n'était pas aussi simple que de lui dire que c'était fini. J'avais besoin d'une stratégie pour m'assurer qu'il ne pourrait pas me suivre ou devenir viol. Quelques semaines plus tard, quand j'ai trouvé une façon de partir en toute sécurité, j'ai rompu avec lui. C'était une période terrifiante, mais ce souvenir de lui, me regardant avec ce sourire et cette lueur dans les yeux en parlant de vouloir me tuer, reste gravé dans ma mémoire. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu m'éloigner de lui. Certaines choses sont simplement trop sinistres pour être ignorées. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars qu'on appelait tous Ranger Dave. Par l'intermédiaire d'un ami, j'ai appris qu'il était un ancien rangé de l'armée américaine, avec plusieurs déploiements en Irak et en Afghanistan. Il avait soi-disant reçu des médailles pour son courage et donnait l'impression d'être un mec sympa, quelqu'un de gentil et de fiable. Je ne le connaissais pas bien, mais on se croisait de temps à autre en ville au supermarché, dans un café, ou en voiture. Il vivait dans le coin, et en apparence, il semblait parfaitement normal. Un jour, alors que je rentrais du labo à pied, il s'est arrêté à ma hauteur en voiture et m'a proposé de me ramener chez moi. Il savait où j'habitais, ayant déjà été chez moi pour quelques soirées ou apéros. Sans trop réfléchir, j'ai accepté et je suis monté dans son pick-up. C'est là que les choses ont dégénéré. Nous sommes arrivés à une intersection sans panneau de stop, le genre où les voitures s'engagent selon l'ordre d'arrivée. Rien de compliqué, tout était clair, et une petite Toyota Prius venait juste de s'engager, comme elle en avait parfaitement le droit. Mais, pour une raison incompréhensible, Ranger Dave a totalement perdu les pédales. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur, comme un déchaîné. Son énorme Dodge Ram 8 cylindres, rugissant comme un monstre, a percuté la Prius de plein fouet.
J'ai vu tout se passer en une fraction de seconde, et c'était complètement volontaire. Ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Il a littéralement explosé. Hurlements, visage rouge, veines gonflées, complètement hors de contrôle. Moi, j'ai été projeté contre le pare-brise. Je venais à peine de monter dans la voiture et je n'avais pas eu le temps de mettre ma ceinture. Résultat, j'ai ouvert mon front et probablement pris une commotion cérébrale. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu ranger Dave devenir une furie ambulante. La pauvre dame dans la Prius, une vieille dame sans défense, était complètement choquée, ne comprenant pas ce qui venait de lui arriver. Malgré la douleur et le choc, j'ai décidé de sortir du camion. Je devais m'assurer qu'il ne lui ferait pas de mal. Je lui ai donné mes coordonnées, expliquant que je venais de monter dans le véhicule et que je n'étais pas impliqué dans cette folie. Puis j'ai appelé la police. Et là, il a pris la fuite. Il a redémarré son pick-up et s'est barré comme si de rien n'était, laissant derrière lui les débris, la Prius détruite et moi, ensanglanté. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Mais ce qui m'a encore plus dérangé, c'est que je continuais à le croiser en ville par la suite, comme si de rien n'était. Toujours souriant, toujours normal en apparence. Depuis ce jour, Ranger Dave est devenu pour moi le parfait exemple de quelqu'un qui porte un masque en public, mais qui cache quelque chose de profondément inquiétant. Je n'ai jamais oublié cet événement, et je suis resté bien loin de lui. C'est une histoire complètement folle que ma cousine m'a racontée à propos de son travail. Elle avait un collègue qui, au départ, semblait tout à fait normal, voire agréable. Il était charmant et donnait l'impression de bien s'entendre avec tout le monde. Mais avec le temps, son comportement a commencé à déclencher de sérieux signaux d'alerte. Ce collègue utilisait son charme de manière très calculée pour manipuler les autres. Il s'appropriait régulièrement le travail de ses collègues, sabotait délibérément des projets d'équipe pour se mettre en avant, et il est même allé jusqu'à divulguer des informations confidentielles à des concurrents. Le summum de sa toxicité a été atteint le jour où il a délibérément saboté le matériel de présentation et les fichiers d'un collègue juste avant une réunion importante, tout ça pour ensuite se poser en héros en réparant la situation qu'il avait lui-même créée. Son comportement devenait de plus en plus flagrant, et après une série d'incidents similaires, les ressources humaines ont dû intervenir. Ils ont mené une enquête approfondie. Bien qu'ils n'aient pas pu révéler tous les détails en raison des règles de confidentialité, ils ont laissé entendre que son comportement était lié à un grave trouble de la personnalité. Finalement, il a été licencié. Mais l'équipe entière a été sous le choc d'apprendre la vérité. Cette histoire me hante encore aujourd'hui. La sœur de ma meilleure amie avait récemment rencontré un nouvel homme. C'était une femme qui, malheureusement, avait un don pour choisir des partenaires terribles. Elle avait quitté un homme formidable, le père de son premier enfant, juste après avoir accouché. Quelques mois plus tard, elle avait rencontré cet homme alors que son fils n'avait que 6 mois. J'étais très proche de cette famille, et tout le monde ne tarissait pas d'éloges sur ce nouvel homme. Il disait qu'il était merveilleux, qu'il prenait soin d'elle et de son fils comme personne ne l'avait jamais fait. Ils insistaient pour que je le rencontre, convaincus que j'allais l'apprécier autant qu'eux. Mais j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, et j'ai croisé beaucoup de gens, bons comme mauvais. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, « Si tu n'as jamais rencontré le mal, considère-toi chanceux. Mais un jour, si tu croises le mal, tu le sauras immédiatement. Fais toujours confiance à ton instinct. » Je n'avais jamais vraiment compris ces mots, jusqu'au jour où j'ai rencontré cet homme. La sœur de ma meilleure amie était passée chez une autre sœur, là où je me trouvais. Ils m'ont appelé pour venir le saluer et faire connaissance. Quand je suis arrivé et que nous nous sommes serrés la main, tout a changé. Je vais essayer de décrire ce que j'ai ressenti, mais c'est difficile. Dès que j'ai pris sa main et que j'ai regardé dans ses yeux, j'ai eu un haut le cœur. Une vague de panique, de peur viscérale, et un besoin pressant de m'éloigner de lui m'a envahi. C'était comme si mon corps entier criait « danger ». Son sourire et son attitude amicale étaient en complet décalage avec ses yeux froids et vides, noirs comme le vide.
Peu importe les questions que je lui posais, il les esquivait ou répondait par une autre question. Tout chez lui sonnait faux, comme un masque mal ajusté cachant quelque chose de terrible. Quand il est parti, ma meilleure amie m'a demandé ce que je pensais de lui. Je l'ai regardé et lui ai dit, « Tu veux vraiment savoir ? Il a l'air gentil, peut-être même trop parfait. Mais si tu veux vraiment mon avis, quelque chose cloche. J'ai l'impression d'avoir serré la main du diable en personne. Elle doit s'éloigner de cet homme, parce que ce n'est pas un homme. C'est un monstre. » Elle m'a regardé, incrédule. « Tu as ressenti tout ça juste en le rencontrant ? » J'ai hoché la tête et lui ai expliqué que c'était mon instinct. Je ne pouvais pas prouver ce que je disais, mais tout en moi hurlait que cet homme était le mal incarné. 2 mois plus tard, cet homme a tué le fils de 8 mois de sa compagne. Il était furieux qu'elle ait emmené son fils chez son père pour faire des photos de Noël avec la famille de son ex. Il ne supportait pas l'idée que la grand-mère de l'enfant ait demandé à la mère d'être sur une des photos. Sa jalousie et sa haine l'ont poussé à commettre l'impensable. Il a tué un bébé innocent juste pour la blesser. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. Un mélange de tristesse déchirante, de rage et d'impuissance. Je me demande encore si j'aurais pu faire plus, si j'aurais pu convaincre ma meilleure amie et sa sœur de se méfier plus tôt. Mais surtout, je ne peux pas oublier la sensation que j'ai eue ce jour-là, la certitude que j'avais croisé le mal à l'état pur. Je promène mon chien tous les jours à la même heure, ce qui fait qu'on finit par croiser les mêmes personnes régulièrement, à cause des habitudes. Un jour, je vois une femme que je n'ai jamais vue auparavant, avec un chien de montagne bernois énorme tenu par une laisse en corde. Le genre de chien qui, franchement, fait 2 fois sa taille à elle. Je suis immédiatement sur mes gardes. Ce chien est bien plus gros que mon Jack Russell, et vu qu'elle semble à peine capable de le contenir, j'hésite à ouvrir la grille du parc. Je me raisonne, c'est bon, elle peut sûrement le gérer, pas besoin d'être parano. Alors, j'ouvre la grille et je rentre dans le parc. Pas le temps de faire 2 pas que je vois ce chien gigantesque bondir vers nous, aboyant, et tirant si fort sur sa laisse qu'il traîne littéralement la femme au sol. Elle tombe lourdement sur l'épaule avec un bruit sourd et un gémissement de douleur. Je n'ai pas réfléchi une seconde, j'ai ramassé mon chien dans mes bras, et fait demi-tour et refermé la grille derrière moi aussi vite que possible. Pendant ce temps, le chien sautait contre la grille, aboyant et grognant, complètement déchaîné. De l'autre côté, j'entends la femme crier « C'est bon. Il est gentil. Il veut juste dire bonjour. » Sérieusement ? Je continue de reculer, toujours mon chien dans les bras, et là, elle hurle depuis le sol, espèce de trouillard. Arrête d'être une petite nature, dis bonjour. Il veut juste jouer avec ton chien. C'était surréaliste. Entre le chien monstrueux qui aboyait comme un diable et cette femme qui m'engueulait depuis le sol où elle était toujours étalée, j'ai décidé de ne pas chercher à comprendre. J'ai tourné les talons et je suis rentré chez moi rapidement, la laissant sur place avec son gentil chien qui grognait encore contre la grille. C'était il y a 3 ans, et ça me revient encore parfois en tête. Quand j'étais enfant, j'avais un ami dont la mère louait une maison adjacente à la leur. L'homme qui vivait là-bas était assez discret, mais il semblait gentil. Quand il croisait mon ami ou moi, il nous laissait souvent caresser son oiseau, qu'il semblait toujours avoir avec lui. Un jour, apparemment, il a arrêté de payer son loyer, et la mère de mon ami a dû l'expulser. Elle n'avait jamais vérifié l'état de la maison pendant qu'il y vivait, alors elle a décidé de s'y attaquer après son départ. Comme je voulais passer du temps avec mon ami, j'ai proposé de l'aider à nettoyer. La mère a déverrouillé la porte et est retournée chercher du matériel de nettoyage dans sa maison. Pendant ce temps, je suis entré pour jeter un coup d'œil. Ce que j'ai vu en ouvrant la porte m'a complètement glacé. Partout, il y avait des rats morts, certains pris dans des pièges, d'autres avec la tête coupée. Il y avait du sang et, bizarrement, ce qui ressemblait à du beurre de cacahuète, étalé sur le sol et les murs. C'était une scène indescriptible, terrifiante. Pour une raison que je ne m'explique toujours pas, j'ai continué à explorer la maison, comme poussé par une étrange fascination morbide.
Chaque pièce était semblable, des déchets partout, des rats morts, des objets brisés. Dans la salle de bain, la baignoire était remplie de cadavres de rats jetés en tas. Mais ce que j'ai découvert ensuite m'a traumatisé à vie. En ouvrant un placard, j'ai trouvé son oiseau, celui qu'il portait toujours avec lui, pendu à une ficelle. Il était complètement déplumé, et évidemment mort. La vue de cette pauvre créature m'a fait éclater en sanglots. Je me suis enfui en courant hors de la maison, incapable de supporter davantage. Pendant des semaines après cet épisode, j'étais terrifié à l'idée qu'il puisse savoir que j'avais découvert ce qu'il avait laissé derrière lui. J'avais peur qu'il vienne chez moi pour se venger, pour protéger son secret. Au lycée, j'ai rejoint un groupe d'amis où 2 des gars étaient frères. Le plus jeune semblait assez cool, et une de mes amies a commencé à sortir avec lui plus tard. L'aîné, par contre, avait une réputation de type bizarre. C'était le genre avec les cheveux lissés, des lunettes de soleil et un trench coat, mais il avait d'autres traits qui faisaient de lui une cible pour les moqueries. Sa personnalité, effrayante, semblait être une façade pour éloigner les gens. Il envoyait aussi des lettres d'amour et faisait des commentaires sur l'apparence des filles du groupe. On ignorait tout ça, le mettant sur le compte de son côté cringe. Après tout, il avait quelques années de plus que nous. Le plus jeune frère, toujours en couple avec mon ami, a quitté le lycée. Sa santé mentale s'est détériorée rapidement. Il devenait extrêmement possessif, ne passait du temps qu'avec sa mère et sa copine, et souffrait d'hallucinations auditives et de paranoïa. Il a commencé à prendre des pilules et à fumer des quantités incroyables de marijuana que sa mère lui fournissait. J'ai appris plus tard qu'il étranglait régulièrement mon ami et qu'il avait même menacé les parents de cette dernière avec un couteau. Mon ami a essayé de l'aider, elle voulait qu'il quitte sa mère, cet environnement toxique, et qu'il commence un traitement. Finalement, il a été diagnostiqué schizophrène. Mais il refusait d'abandonner les drogues ou de couper les ponts avec sa mère. Elle l'a donc quitté, heureusement. L'aîné, quant à lui, est allé encore plus loin dans son comportement. Il a commencé à donner de la drogue et de l'alcool à une jeune fille de notre entourage. Un autre ami, qui visitait régulièrement leur maison, est tombé sur une scène horrifiante. L'aîné était en train de tenter de violer cette fille, qui était droguée et semi-inconsciente. Heureusement, cet ami est intervenu, a sorti la fille de là, et a donné une bonne correction à l'aîné. En y repensant, le fait qu'il essayait de manipuler les jeunes filles du groupe aurait dû être un signal d'alarme que c'était une personne dangereuse. Une décennie plus tard, j'ai reçu un appel d'un ancien ami du lycée. Il m'a dit de consulter un article dans les nouvelles locales. Le plus jeune frère avait eu une crise psychotique. Il avait poignardé un membre de sa famille à mort, blessé un passant au hasard, et attaqué les policiers lorsqu'ils l'ont attrapé. C'était complètement fou, mais pas si surprenant. On savait qu'il était une bombe à retardement. Après qu'il ait refusé l'aide de son ex et que son frère ait montré de quoi il était capable, on avait coupé tout contact avec cette famille. Je fréquentais un gars de façon assez décontractée depuis environ 5 mois. Quand j'ai emménagé dans un nouvel appartement, je lui avais envoyé quelques photos de l'intérieur avant de m'y installer. À ce moment-là, il était en voyage en Écosse, mais il avait commencé à s'énerver parce que je ne répondais pas à ses appels FaceTime au milieu de la nuit. Ses insécurités et son comportement insistant m'ont rapidement fait comprendre que je n'avais plus envie de continuer cette relation. Une fois emménagé, je passais mes journées à déballer mes affaires et à m'installer tranquillement. Puis, un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. À ma grande surprise et horreur, c'était lui. Il avait réussi à trouver mon nouvel appartement en ne se basant que sur les photos que je lui avais envoyées. Pas de géolocalisation activée sur mes photos, rien qui aurait pu directement indiquer mon adresse. Juste des détails comme le parquet et les fenêtres. Il n'a vu absolument rien de problématique dans ce qu'il venait de faire. Au contraire, il a essayé de pousser la porte et de me supplier de le laisser entrer. Je suis resté calme mais ferme. J'ai refermé la porte immédiatement, l'ai verrouillée, puis je me suis assuré qu'il entende clairement le bruit du mécanisme de mon fusil à pompe. Ce son a eu l'effet escompté,
il est parti rapidement, sans demander son reste. Depuis cet incident, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Heureusement. Mais cette expérience m'a donné des frissons pendant des jours. L'idée qu'il puisse me retrouver à partir de si peu d'informations et ne rien voir de dérangeant dans son comportement m'a fait comprendre à quel point certaines personnes peuvent être envahissantes et effrayantes. Il y a quelques mois, j'ai décidé de mettre fin à une amitié très proche. On se connaissait depuis notre seconde année de lycée, donc on avait littéralement grandi ensemble. Au début, tout allait bien, mais au fil des années, j'ai remarqué qu'il avait une dépendance malsaine aux relations amoureuses. Quand l'une d'elles se terminait, il tombait dans une spirale de détresse émotionnelle profonde. Une relation en particulier l'a complètement détruit. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'aider à traverser son chagrin, mais c'est rapidement devenu étouffant. Son besoin de réconfort était tellement intense que sa propre mère m'appelait pour que je vienne l'aider à gérer son fils. Si je n'avais pas de temps ou si je n'étais pas assez réconfortant, il devenait agressif. Il criait, s'énervait, et une fois, il m'a même appelé pour me montrer comment il avait déchiré et poignardé les affaires que son ex avait laissées chez lui. À ce moment-là, j'ai commencé à entrevoir sa véritable personnalité, et ça m'a mis mal à l'aise. Un jour, alors qu'on parlait, j'ai mentionné une dispute passée qui, selon moi, était devenue drôle avec le recul. Mais il a explosé, criant « Eh bien, je ne savais pas que ça te blesserait ». Cette réaction m'a laissé sans voix. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant, et j'ai compris que je ne pouvais pas garder une personne comme ça dans ma vie. Quelques mois ont passé après la fin de notre amitié, et une amie commune m'a approché pour me parler de lui. Elle m'a raconté qu'il avait été signalé à la police et à son université pour avoir diffusé du contenu explicite de son ex. J'étais sous le choc. Je n'avais aucune idée qu'il avait fréquenté une mineure, et encore moins qu'il était capable d'un tel acte. C'est là que tout s'est éclairé pour moi. Merde, ce mec est un psychopathe. Ce moment a été un véritable réveil. En y repensant, les signes étaient là, mais je ne voulais pas les voir. Mon frère et moi traînions dans une petite ville quand nous étions adolescents. On vivait un peu à la dérive, dormant sur des canapés et parfois dans notre voiture. Un autre ami, qui avait une vie familiale difficile, traînait souvent avec nous. Un week-end, pendant une soirée, nous avons rencontré une fille nommée Samedi. Elle était jolie, avait notre âge, 16 ans, et semblait sympa. Elle nous a demandé si on pouvait passer la chercher chez elle le lendemain. Notre ami l'aimait bien et nous a convaincus de le faire. Alors, on y est allé. Les jours suivants, elle a passé du temps avec nous. On nageait dans des rivières locales et campait dehors. Tout semblait normal, presque insouciant. Mais la dernière nuit, les choses ont pris une tournure étrange. Sam a mentionné qu'elle avait eu un bébé récemment, mais que le bébé était mort du syndrome de mort subite du nourrisson quelques jours après sa naissance. Ça a jeté une ombre sur l'ambiance. On se sentait désolé pour elle. Puis elle a parlé de sa belle-mère. Elle nous a expliqué qu'elle vivait avec son grand-père parce que son père l'avait chassée de leur maison dans un état voisin. Elle a dit que sa mère était tombée dans les escaliers et était morte d'un anévrisme cérébral. Mais ensuite, elle a lâché quelque chose d'inquiétant, son père racontait à tout le monde qu'elle avait poussé sa belle-mère dans les escaliers. Ce qui nous a glacés, c'est la manière froide et détachée avec laquelle elle a parlé de tout ça. Elle nous a dit que la famille de son père croyait qu'elle avait poussé la belle-mère, mais elle n'a jamais nié cette accusation. Après cette conversation, nous avons décidé qu'il était temps de la ramener chez elle. Le lendemain, nous l'avons déposée à la maison où nous l'avions récupérée. On l'a regardé traverser un portail blanc pour rejoindre le jardin derrière la maison, et on est reparti. Quelques heures plus tard, en rangeant notre voiture, on a trouvé son haut de bikini sur la banquette arrière. On a pensé qu'elle voudrait le récupérer, alors on est retourné à la maison. On a frappé à la porte, et un homme plus âgé a répondu. On lui a expliqué qu'on voulait rendre le haut de bikini de Samedi. C'est là qu'il nous a dit quelque chose qui nous a laissé perplexes, il ne connaissait pas de Samedi. Il a insisté qu'il n'avait pas de petite fille vivant avec lui. On lui a décrit son apparence,
mais il semblait complètement perdu. Il ne savait absolument pas de qui on parlait. On est reparti, complètement troublé. On n'a jamais revu Sam, ni entendu parler d'elle à nouveau. J'ai été enseignant dans une école publique pendant une dizaine d'années, et en tout ce temps, je n'ai eu peur que d'un seul élève. C'était au début de ma carrière, dans mes premières années d'enseignement. Je travaillais dans une école alternative, un établissement destiné aux élèves expulsés de toutes les autres écoles. En général, mes élèves étaient gérables, pas les meilleurs sur le plan scolaire, mais si on les abordait avec respect, les choses se passaient plutôt bien. L'exception à cette règle était JT. JT était un véritable mythe dans notre école. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il était en seconde, mais je ne l'enseignais pas encore directement. Malgré ça, son nom circulait constamment dans les discussions du personnel. C'était un gamin intouchable, non pas parce qu'il était malin ou discret, mais parce que sa mère avait réussi à exploiter chaque faille du système administratif. Il avait tellement de plans 504 et de dossiers d'éducation spécialisés qu'il était pratiquement impossible de le punir. Par exemple, il avait poussé une enseignante enceinte de 8 mois, et pourtant, il était revenu 2 semaines plus tard. Une fois, il a frappé un autre élève au visage et n'a été suspendu que 2 jours. Ce genre d'impunité le rendait incontrôlable. Ce qui m'a terrifié en apprenant à le connaître, c'était que même sa propre mère ne voulait pas qu'il soit à la maison. Elle avait peur de lui, et avec raison. Enfant, JT avait essayé de tuer toute sa famille en incendiant leur maison. Son frère, qu'il avait attaché à son lit avec du ruban adhésif avant d'allumer le feu, avait survécu mais avait subi des brûlures horribles. Malgré cela, son frère continuait de le soutenir d'une manière étrange. Ce qui était d'autant plus déroutant, c'est que JT était petit et chétif, à peine 1,65 m, tandis que son frère, bien plus grand et costaud, aurait pu facilement le maîtriser. Mais il y avait une sorte de peur ou de loyauté qui le retenait. Quand j'ai finalement eu JT en classe, c'était lors de sa dernière année. Il avait accumulé à peine 10 crédits scolaires, tous obtenus en cours de sport, et n'avait absolument aucune chance d'obtenir son diplôme. Ce qui m'a frappé en premier, c'est qu'il n'y avait rien dans ses yeux. Rien. Pas de vie, pas d'émotion, juste un vide terrifiant. Il ne souriait ni ne riait, sauf si quelqu'un se faisait mal. Il était cruel, juste pour le plaisir de l'être. Un jour, JT n'est pas venu en cours. C'était inhabituel, car il était rarement absent, il dirigeait un petit trafic de drogue à l'école et savait exactement comment éviter le policier affecté à notre établissement. Le lendemain, nous avons compris pourquoi il n'était pas là. JT avait tué quelqu'un. Il avait tiré sur un adolescent, en plein visage, pour 12 $ et un peu de marijuana. Lorsque l'affaire est arrivée au tribunal, son avocat a essayé de réduire sa peine en argumentant que c'était techniquement son premier délit puisque tout ce qu'il avait fait auparavant avait eu lieu quand il était mineur. Malgré cela, il a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité. En repensant à lui, ce qui me glace encore le sang, c'est qu'il n'y avait rien de normal chez lui, pas même un semblant de conscience ou de remords. JT était une incarnation effrayante de la violence et du vide, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dépourvu d'humanité depuis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.